Salut, moi c'est Laura et tu écoutes À toi la parole. J'ai toujours aimé ma ville, j'ai envie de la mettre en avant et en mettant en avant ce qu'elle a de plus précieux selon moi, c'est-à-dire ses habitants. Nombreux et nombreuses sont les Attois qui ont un projet qui les fait vibrer, un souvenir familial, une anecdote à partager, qui a eu un impact positif sur la ville. Bref, ils ont simplement une histoire à raconter. Aujourd'hui, je reçois Bertrand Deneyer, commercial à la Brasserie des Légendes. Il a pris le temps de m'expliquer toute l'histoire de la brasserie, les différentes bières, les manières dont elles sont brassées et toutes les activités qui gravitent autour de la brasserie. Alors je vous laisse sans plus attendre écoutez l'histoire de la Brasserie des Légendes attoises. Bonjour Bertrand et merci de m'accueillir ici à la Brasserie des Légendes. Avant de parler concrètement de la brasserie et des différentes bières et autres, je voulais d'abord que tu nous expliques brièvement qui es-tu. Alors, moi c'est Bertrand Deneyer. Je m'occupe ici à la Brasserie des Légendes de toute la partie commerciale surtout. Je m'occupe de l'équipe commerciale et puis des choix un peu stratégiques. Pas mal de marketing, communication et donc tout ce qui, dès que la bière sort de la brasserie, c'est moi qui entre en jeu. Donc voilà. Je suis dans la bière depuis quasi 20 ans et voilà, je suis passé par d'autres brasseries pour arriver là maintenant où je suis aujourd'hui à la Brasserie des Légendes. Donc voilà, depuis 5 ans plus ou moins. Comment une ville comme Ath arrive à avoir une brasserie, je vais dire, aussi grande et développée? Comment Ath est devenue ville de brasseurs en fait? Alors là, par un projet fou, en tout cas, de deux brasseurs, deux ingénieurs chimistes louvanistes, donc Pierre et Vinciane Delcoigne, qui sont toujours à la tête de la brasserie actuellement, qui ont beaucoup d'idées en tête. C'est des vrais entrepreneurs, et donc quand ils sont sortis de l'UNIF, après leur spécialisation, en tout cas de Pierre, en études brassicoles à Louvain-la-Neuve, leur idée était d'installer une brasserie. Fin des années 90, début des années 2000, c'était pas trop la mode. Beaucoup de gens se reposaient sur les brasseries classiques, on ne jurait que par les grands groupes. Et alors les brasseries historiques et familiales depuis plusieurs générations. Donc voilà. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, créer une brasserie, il y en a toutes les semaines des nouvelles. Donc c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'était pas arrivé au bon moment, mais donc il fallait quand même être accroché pour ouvrir une brasserie fin des années 90. Et lui était de Frane, de Arc-Ouatripont exactement, fils de fermier, d'agriculteur. Et donc, Ath étant pas loin, l'analyse a été vite faite de se dire que le Hainaut est un gros passé brassicole, avec les fameuses bières de saison et des brasseries fermes, comme Silly, Dupont, Dubuisson, etc. Donc il y avait un gros patrimoine brassicole dans le Hainaut, et Ath était un peu le parent pauvre au niveau ville, le parent pauvre au niveau en tout cas de la brasserie. Et donc l'idée de s'installer à Ath y est parce qu'il y a un gros folklore à Ath, il y a beaucoup de population à Ath, donc il y avait quand même un gros potentiel directement commercial quand même derrière. Et surtout l'idée était en tout cas d'utiliser le folklore propre aux Attois qui est toujours magique ici à Ath. C'était le folklore de la Ducasse. Oui, ça a toujours été une volonté dès le départ de lier étroitement les deux. Au début, en tout cas, il fallait à cette époque-là, il fallait toucher en tout cas le public, et donc il fallait aller titiller en tout cas ce que les Attois aimaient, ce que les Attois attendaient. Et quand on pose à 10 Attois ce qu'ils préfèrent dans leur ville, c'était la Ducasse, et donc c'est sûr qu'il y avait un gros potentiel là-dessus. Par contre, on a rencontré tout le monde au tout début, les autorités communales, les porteurs de géants, les garants du folklore de la ville d'Ath, pour trouver éventuellement un nom. Ça aurait pu être la bière de Ath, ça aurait pu être plein de choses, et finalement Gouillas en est quand même ressorti, et donc les Attois, l'air de rien, directement ont été mêlés au choix du nom, en tout cas de la première bière.
Et donc la Gouillasse, il fallait que ce soit une bière pour la Ducasse. Et donc c'est pour ça que la Gouillasse n'est pas une bière très forte en alcool, n'est pas une bière avec beaucoup de houblon, n'est pas une bière avec beaucoup d'épices. C'est une bière finalement assez neutre et très désaltérante. Pourquoi ? Parce que pendant la semaine de Ducasse, il faut quand même s'accrocher. On a soif. Et il fallait un peu contrer les pils classiques qu'on trouvait partout, quoi. Et donc, voilà, on peut faire sa Ducasse à la Gouillasse. Moi, je l'ai déjà fait, ça fonctionne. Donc, la brasserie s'est implantée à Hirschonwey, mais pas n'importe où, dans le Castel. Oui, le Castel à Hirschonwey. Le Castel d'Hirschonwey. Alors, le Castel d'Hirschonwey, c'était un bâtiment qui a plus de 850 ans quasi aujourd'hui. C'est le plus vieux bâtiment de la région. L'idée aussi d'investir un bâtiment historique, c'est en créant une bière, une brasserie entre guillemets sans histoire. S'installer dans un bâtiment avec énormément d'histoire, peut rendre la brasserie déjà un petit peu plus crédible. Ouais. Et donc, rénover évidemment ce castel n'était pas simple. Ils ont vécu quand même ici une dizaine d'années quand même un peu compliquées, limite à vivre ici sans eau chaude, sans électricité parfois, mais voilà, la volonté y était, fils d'agriculteurs, les défis leur faisaient pas peur, et donc ils ont rénové ce bâtiment qui était à l'abandon depuis des années. C'est un ancien castel militaire, qui après est devenu château de la famille Trasny, bien connu évidemment ici à Hirschonwey. Et puis c'est devenu des fermes, puis ça a été abandonné, puis c'est redevenu une ferme, puis ça a été abandonné, et puis finalement à l'abandon pendant quasi 30-40 ans avant d'être pris par la famille Delcoigne, Oui. Au fil des années, donc la brasserie évolue, et puis on voit aussi que la brasserie a connu, si je peux appeler ça comme ça, plusieurs mariages pour devenir donc pas seulement brasserie attoise, mais pour s'implanter aussi dans d'autres villes comme Ellezelles et devenir brasserie des légendes. Eh bien, en 2000, la première Gouillasse est sortie des cuves et avec aucun passé. En 2006. Donc 6 ans après, 2-3 bières avaient déjà agrandi le portefeuille, mais on restait encore très local. La bière avait très bien marché, mais on restait dans nos murs vraiment communal, appelons ça comme ça. Et un de nos voisins, donc Philippe Gérard, à la brasserie d'Ellezelles, qui était déjà âgé quand il avait construit sa brasserie. Il l'avait construit en 93, donc 7 ans avant nous. Et il l'avait basé, lui, sur le folklore aussi d'Ellezelles, qui était le folklore des sorcières. Et donc, sa femme étant assez malade, ayant quelques problèmes de santé, les enfants, ayant déjà un parcours professionnel déjà tracé, n'avaient pas du tout anticipé, en tout cas, de travailler ou de continuer la brasserie d'Ellezelles. Et donc, la brasserie d'Ellezelles allait s'arrêter ou bien être vendue. Et donc là, ça a fait ni une ni deux dans la tête de Pierre et Vinciane. Ils sont partis en vacances, ils ont réfléchi, mais c'était évidemment encore un gros investissement, mais c'était peut-être pas bête de rajouter alors les quintines au portefeuille de la brasserie des Géants, et qui joue effectivement sur la même carte du folklore régional. Et en plus, si c'était pas la brasserie, ça allait être quelqu'un d'autre qui allait s'implanter dans la région. Et donc, on choisit jamais ses voisins, et donc parfois on se dit que l'opportunité fait le larron. Et voilà, quelques brasseries étaient sur la brasserie d'Ellezelles, mais on était la seule brasserie à proposer de garder le brassage en tout cas sur place à Ellezelles, et donc que les Elzellois gardent leur bière brassée dans leur mur. Et donc je pense que Philippe Gérard a choisi la brasserie des Géants à l'époque pour cette raison-là. Et donc Pierre et Vinciane, depuis 2006, donc maintenant ça fait quand même un mariage qui dure, on la célèbre bière de la sorcière, la cantine avec son bouchon mécanique bien connu. Et donc là alors on va dire que le mariage est né. L'association de la brasserie d'Ellezelles qui soutenait le folklore des sorcières, et l'association de la brasserie des Géants qui soutenait le folklore des Géants d'Ath, est devenue alors la brasserie des légendes, qui unifiait évidemment ces deux légendes. Et donc voilà, le mariage est né, et puis ça fait maintenant quelques années que ça dure, et la cantine a porté Goliath, et Goliath a porté cantine, et pour l'instant tout va toujours très bien. Un mariage heureux. Un mariage heureux. Il devait pleuvoir. Par contre, ça ne s'arrête pas là non plus. Une troisième union, si je peux dire ça comme ça, avec aussi le rachat de la distillerie à Thoin. Alors, le rachat de la distillerie à Thoin, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, parce que la distillerie de Biercé, c'est quand même 75 ans d'histoire, c'est 1946.
C'est un fleuron wallon au niveau distillerie. Alors c'est une corde qu'on n'avait pas à notre arc, mais c'est un métier effectivement qui touche l'agroalimentaire, en tout cas, oui. Comme on les aime ici à la brasserie. On faisait distiller de la quintine chez eux pour en faire de l'esprit de quintine, qui était une esprit de bière, une sorte d'eau de vie de bière. Et donc on avait quelques synergies avec eux déjà. Et la distillerie, elle a eu des heures de gloire, elle a eu des heures moins de gloire, et sur la fin ici, je pense, voilà, au niveau gestion, au niveau avenir, son avenir était un peu compromis. Oui. Jusqu'à aller même en PRJ, donc en procédure de redressement judiciaire, et donc là où la distillerie allait disparaître, ou bien elle allait être rachetée, mais on ne sait pas trop comment, à des projets financiers ou autres. Et donc, nous, on avait quelques alcools qui vieillissaient là-bas, donc on s'y est un peu intéressé. Et puis, en retournant là-bas, en retrouvant cette distillerie, ces vieilles pierres, sa ferme historique, son histoire et son folklore, on pouvait que revenir enchanté et ravi. Donc, en discutant un peu avec Pierre et Vinciane, qui finalement ont eu quasi la même idée, et c'est vite le dossier. Moi, que j'en ai parlé une fois à Pierre, je dis tiens, tu sais que la distillerie est à vendre. Il m'a dit écoute, je t'avoue qu'on en a déjà parlé, et avec Pierre et Vinciane, je t'avoue qu'on va peut-être faire une offre. Et donc je dis wow. Donc voilà, c'était un grand pas. Les juges et les curateurs ont trouvé bon de nous la léguer. Parce que c'était vraiment, voilà, l'idée était de reprendre le personnel, de garder l'activité et surtout de travailler sur le long terme. Ouais. Et donc avec la brasserie qui allait fêter ses 20 ans, on était, selon les juges en tout cas et les curateurs, la meilleure entreprise qui pouvait peut-être, en agroalimentaire en tout cas, peut-être essayer de sauver cette distillerie de Biercé qui était et qui est toujours un fleuron wallon de la distillerie. Et donc nous maintenant, à nous à le relever, ça fait maintenant quasi 2 ans, ça va vite. Et donc c'est un autre métier qu'on a dû apprendre. Et donc, mais en tout cas, pour l'instant, on a vraiment beaucoup d'espoir en tout cas pour cette distillerie et on relève ces produits nobles. Enfin voilà, c'est une distillerie vraiment qui fabrique les produits comme on fabrique plus en Belgique. Oui, la brasserie ajoute vraiment une corde à son arc. La brasserie ajoute une corde à son arc et surtout dans les mêmes valeurs. Donc, on respecte vraiment la chaîne sans conservateur, sans colorant, on part du fruit comme nous on part du grain. On rajoute rien dans nos bières, on rajoute rien dans nos alcools, tout en tout cas, et on laisse la nature et la fermentation faire les choses. Oui. Donc, tu le disais juste avant, vous étiez donc à Hirschenwehe au Castel, mais vous avez, je veux dire, déménagé de l'autre côté du terrain, si je peux dire. C'était aussi une volonté d'agrandir la brasserie et de, je veux dire, toujours continuer à se développer, de par notamment les différents rachats de brasseries, mais peut-être d'augmenter aussi en nombre de production ou autre. Mais effectivement, le site était quand même fort à l'étroit au niveau du Castel parce que un tiers, on va dire, du Castel est dédié quand même à leur maison familiale avec leurs 4 enfants à Pierre et Vinciane. Donc, c'est leur volonté d'habiter au milieu. Donc, un tiers du Castel est dédié à leur maison familiale. Ils vivent donc au sein de la brasserie avec leurs 4 enfants. Et c'est un site classé. Et donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On a pu le rénover, mais on ne peut pas agrandir des hangars à moins de X mètres de la vue. Il faut que le champ de vision reste parfait. Il fallait même garder le vis-à-vis entre l'école d'Hirschenwehe, qui est aussi un classement, et le château. Il fallait garder une partie du bois, il fallait garder de la verdure, on pouvait pas bétonner, c'est pour ça qu'il y a que du gravier. On a construit 2 hangars qui sont en bois démontable à côté parce que ça devait être provisoire. Oui. Donc c'est un peu difficile de s'agrandir autour d'un bâtiment classé sans en tout cas toucher à la vue, à l'esthétique. Et donc voilà, donc la volonté était de s'agrandir. On a cherché pas mal de solutions, des terrains ont été à vendre autour, mais ça n'a jamais fonctionné. La ville nous a proposé d'aller dans le zoning de Guilanguien pour éventuellement construire ou une nouvelle brasserie ou un nouveau bâtiment de stockage. Quand on est ici au milieu du village, dans un bâtiment pareil, dans un cadre pareil, c'est un peu dommage de quitter ça. Et puis mine de rien, ça reste de l'autre côté de la ville. Enfin, la ville n'est pas énorme, mais je veux dire, ça reste quand même de l'autre côté de la ville. Oui, c'est ça, mais on perdait vraiment le cachet. Alors, on perdait vraiment le cachet.
un jour, le bois ici, qui était une sorte de terrain vague boisé, on va dire, sur la rue du Cureur, ici à Hirschenwey, de l'autre côté de la Dendre, en fait, qui nous séparait de la Dendre nous séparait, a été à vendre. Et donc, c'est un terrain sous lequel, évidemment, on a bondi. C'était un signe, en tout cas, de voir ça. Alors, c'était pas du tout un terrain constructible. Il fallait garder ça en zone verte. Donc, la région Wallonne ne voulait pas du tout qu'on construise dessus. Donc, évidemment, ça nous intéressait moins. Bon, déjà parce qu'il était inondable et c'était pas simple, mais en plus, ils voulaient garder un poumon vert ici dans le village. Ouais. Donc, on a proposé plusieurs solutions qui ont finalement été acceptées. Donc, le fait était de garder en tout cas la moitié du bois et de replanter tout ce qu'on arrachait pour pouvoir construire. Donc, on a replanté plus ou moins 600 arbres tout au long de la Dendre sur 3 km. On n'a pas bétonné les parkings ni rien et on a même autour du bâtiment ajouté un bardage bois pour garder encore cet esprit un peu bois. Toutes les cuves de fermentation qu'on aurait pu laisser à l'extérieur, on les a implantées dans le bâtiment à l'intérieur aussi pour que ce bâtiment fasse moins un peu industriel. Oui. Et donc on a quand même grandi ici, 3500 mètres carrés, qui nous permet en tout cas de faire un bond en avant et surtout de voir le futur. Oui. Et donc là, on a agrandi la salle de fermentation, la salle de garde, toute la bouteillerie, donc toute la partie soutirage, la partie chambre chaude et le stockage, ainsi que les bureaux. Donc vraiment maintenant les camions viennent ici, les clients viennent ici et au Castel on a simplement gardé la partie brassage. Donc la salle de brassage existe toujours, elle a été rénovée également. Elle se situe toujours dans l'ancienne brasserie, là où était en tout cas l'ancienne installation, dans le Castel, et à l'aide d'un pipeline, donc une espèce de biéroduc, si on peut appeler ça comme ça, de 150 mètres plus ou moins, on fait transvaser la bière de la salle de brassage à la salle de fermentation de l'autre côté de la Dendre. Oui. Voilà. Tout un réseau souterrain. Exactement. Voilà. Tu parlais donc d'étendre la production, les activités. Une des activités que vous faites aussi, c'est la restauration sur Elzel, sur Thuin, si je me trompe pas aussi. C'était aussi une volonté de coupler les deux. Alors. On a donc ici la brasserie ici à Hirschenwey, qui est encore assez pas fermée, mais en tout cas qu'on n'ouvre pas à tout public constamment parce qu'ils habitent encore ici. Et donc si on veut garder encore un peu d'intimité avec les enfants le week-end, c'est quelque part c'est leur jardin. Et donc pour l'instant les visites c'est encore sous rendez-vous et un peu plus confidentiel. Par contre, on avait la microbrasserie à Elzel. Et qui était à la frontière de la Flandre aussi, dans le pays des collines, qui est aussi un endroit en tout cas magique pour les promeneurs, pour le Ravel, pour les touristes flamands qui passaient la frontière pour aller voir nos collines. Et donc vite la décision a été prise d'agrandir sur Elzel et de créer aussi effectivement un point de chute pour déguster nos bières, pour visiter la brasserie, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de demandes. Les gens aiment voir comment et où sont fabriqués leurs produits. Et donc, les gens ont de plus en plus de questions, veulent savoir vraiment comment tout est fait, et donc on leur montre en toute transparence comment on travaille. Et donc, là c'est 2008, si mes souvenirs sont bons, entre 2008 et 2011, je sais plus, je vérifie. Le chaudron des légendes alors est né. Oui. Donc ça c'est le premier restaurant qui appartient à la brasserie. Alors on ne gère pas nos restaurants nous-mêmes parce que c'est un autre métier. Devant le comptoir ou derrière le comptoir, c'est pas la même chose. Donc nous on loue nos endroits à des indépendants qui respectent un cahier des charges bien précis et on travaille ensemble sur un win-win. Et donc voilà, ils exploitent nos établissements et tout se passe très bien comme ça. Donc ça fait vraiment quelques années que ça dure et ça fonctionne très très bien évidemment. C'est des belles images, c'est vraiment une belle carte de visite quand les gens veulent voir la brasserie et voilà, c'est un endroit en plus très très bucolique et très sympathique. Sur Thuin, effectivement, quand on a repris la distillerie, il existait déjà un Horeca dans une des granges qui était fermée. Oui. Et donc nous on l'a réouvert et sur le même principe on a trouvé aussi deux indépendants qui exploitent la taverne et donc ça s'appelait la Grange des Belges à l'époque et donc on a transformé ce restaurant en Grange des Légendes
pour le rappel de Chaudron des légendes, Grange des légendes. Et donc là, notre deuxième étabbissement tourne depuis quasi 1 an maintenant. Évidemment, le Covid n'a pas aidé. Oui. Mais là, il repart de plus belle. Et donc, voilà, c'est aussi un endroit magnifique. Et donc, les gens aiment s'y arrêter parce qu'il y a beaucoup de place. C'est très beau. On sent vraiment un passé dans ces murs qui, en tout cas, fait revenir en tout cas chaque personne avec plaisir. Pour revenir sur le sujet principal, donc qui sont les bières, quelles bières et combien de bières sont donc brassées ici? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Alors ici, on a en niveau bière, en tout cas, on a plusieurs bières et on va appeler ça des gammes. Chez nous, on a notre gamme Goliath, on a notre gamme Quintine, on a notre gamme Corne du Bois des Pendus, on a notre gamme Legends. Et on a notre gamme Vintage. Donc, si vous avez bien compté, ça fait 5. Et donc, on a un peu notre gamme Goliath. C'est notre gamme, en tout cas, coup de cœur. C'est notre gamme historique. C'est notre gamme de création. Oui. Donc, la brasserie est née avec cette gamme-là. Et donc, Goliath, en patois local, se dit Gouillasse. Donc, Goliath, Gouillasse, c'est Kif Kif Borico. Et donc, on a lancé la Gouillasse. On a lancé la Goliath. On a lancé la Goliath triple, il y a la Goliath ambrée, voilà, c'est toute une gamme qui fait référence en tout cas à nos géants ici à Tois. Il existe donc la Gouillasse et la Goliath blonde, c'est la même bière. Ça on le dit toujours, parfois les gens disent mais non c'est pas la même bière. Si, Goliath blonde, Gouillasse, c'est la même chose. C'est vraiment quand on quitte la région de Hatt. Oui. Qu'on traduit quelque part Gouillasse dans son nom d'origine, qui est Goliath. Parce que à Bruges, à Namur, à New York ou en Russie, évidemment, les gens comprennent Goliath et moins Gouillasse. Oui, donc voilà. Donc il existe il y a Gouillasse et la Goliath blonde qui sont les mêmes bières. La Goliath triple, qui est vraiment notre première bière de caractère que la brasserie a créée. C'était un peu le premier bébé au niveau vraiment bière spéciale haute fermentation de Pierre et Vinciane. Et voilà, voilà. Une ambrée est arrivée aussi pour les fêtes de fin d'année ou pour l'hiver. Donc ça, c'est notre gamme de Goliath, un peu la gamme historique de la brasserie. Au niveau de la gamme un peu plus terroir, on appelle ça, c'est les quintines évidemment, parce que on est vraiment sur un bouteille-bouchon mécanique à l'ancienne, sur des bières qui sont très classiques, avec beaucoup de matière, beaucoup de malt, beaucoup d'orge. Beaucoup de houblon. C'est des bières avec beaucoup de caractère. Et donc là, on a une blonde, une ambrée. On a notre Hercule Stout, qui est un stout, donc vraiment des bières noires, type anglaise. Et on a lancé aussi une quintine nature, qui est notre bière biologique en quintine, où on rajoute un peu de froment pour ajouter de la fraîcheur. Et voilà. Et une quintine de Noël qui arrive en saison. Donc voilà, on a une gamme un peu plus fun, appelons ça comme ça, qui est la gamme de la Corne du Bois des Pendus. Donc là, les gens n'ont pas encore l'habitude que cette bière est attoise, mais au fait, elle a toujours été attoise. C'est juste qu'un ancien brasseur de chez nous a voulu voler de ses propres ailes il y a une dizaine d'années. Et donc, il venait des Ardennes. Et donc, il a lancé une bière sur la base d'un folklore et d'une légende des Ardennes, donc peut-être en s'inspirant d'ici, ça je ne sais pas, mais en tout cas il a lancé la Corne du Bois des Pendus, donc une bière qui se base sur un fait historique qui s'est passé dans un bois où il y a eu un massacre de pendus. C'est pas une belle histoire, mais par contre c'est ce que j'allais dire. Par contre, voilà, il a été jusqu'au bout, il a créé un verre en forme de corne, il a créé plusieurs cornes, la blonde, la triple, la black, la quadruple qu'on a lancée par après, et ces bières ont toujours été fabriquées ici pour lui. D'où la connotation un peu ardennaise de ces bières. Par contre, il y a quasi 2 ans, il a terminé ses activités pour diverses raisons, et donc on a repris, on a continué sa gamme de Corne du Bois des Pendus. Nous, on l'a brassé déjà, donc ça n'a rien changé. Maintenant, on la vend en plus. Et c'est une gamme un petit peu plus festive, un petit peu plus jeune, qui va amuser un peu les gens. Donc ça, on n'avait pas. On avait des bières très classiques. Quintine, Goliath, c'est quand même des bières très classiques. Et donc voilà, avec Corne, on peut s'amuser un petit peu. Donc ça, c'est notre gamme un petit peu plus fantasy. Et alors, il y a la gamme Legends. Ça, c'est une des dernières gammes qu'on a lancées. Dans cette gamme Legends, on s'amuse avec des projets ou des bières un petit peu plus atypiques. Moins classiques, justement.
Et là est née l'Harmonie. Oui. Donc cette bière un petit peu plus axée sur la jeunesse, sur les amateurs de houblons un petit peu différents. On va retrouver ces côtés agrumes, des houblons aromatiques américains, fameux IPA. On a créé une collaboration avec la brasserie de Rank dans cette gamme-là. Donc cette gamme nous permet aussi de sortir un peu des sentiers battus. Donc ici, en parlant de la collaboration, on a créé la Punchy Flowers. Oui. Qui logiquement devrait être une bière éphémère. Après, on verra bien son succès. Mais et donc là, c'est vraiment nos maltes avec les houblons très typiques de la brasserie de Rank qui travaille encore avec des houblons en fleurs. Donc c'était une belle unité. Oui. Elle est déjà disponible ? Elle est disponible depuis 2 semaines. Oui. Donc ça c'est très sympa en tout cas. On a mis dans cette gamme aussi la Ducassis, qui est un produit un peu différent. Donc Ducassis, évidemment, fruité. Le jeu de mode Ducasse, mais et les bières au cassis, bio et sans gluten. Donc on est vraiment dans un marché de niche. Oui. On n'est pas une brasserie de bières de fruits, mais voilà, il y avait quand même une petite demande et donc on avait fait la Ducassis, puis elle n'était pas bio. Les gens nous croyaient jamais que c'était des vrais jus, des vrais cassis. Nous, on met vraiment pas de colorant, rien. Donc, on a décidé alors de la passer en bio pour prouver à tout le monde que c'était vraiment des vrais jus de cassis et des vrais cassis bio. Et donc voilà, ça c'est notre Ducassis. Et alors la saison voisin, qui est dans cette gamme-là aussi, parce que elle, on va la ressortir bientôt et la remettre un petit peu au goût du jour, parce que c'est vraiment une très chouette bière qui est un peu oubliée dans notre gamme. Et au fait, entre elles et Hatt, c'est une histoire un peu magique. Il existait à Flobeck la brasserie voisin. Et donc, quand lui a arrêté ses activités, la brasserie des légendes commençait ses activités. Donc, fin des années 90. Et donc, la brasserie des légendes a racheté pas mal de matériel d'occasion. Et puis, à un moment, Pierre a été le trouver en disant, écoute, tu vas tout arrêter, toi, apparemment. Est-ce que tu veux pas que je continue une de tes bières ? Les bières de saison, c'est typique du Hainaut. Moi, je vais certainement en créer une. Pourquoi pas continuer ta saison et au moins ça fait perdurer l'histoire. Et donc la saison voisin, qui est un rend hommage à la brasserie voisin, a toujours gardé le même nom et donc quasi la même recette que Monsieur Voisin à l'époque. Et donc voilà, c'est un peu notre bière de Flobeck. Personne ne le sait, très peu de gens connaissent en tout cas cette histoire. Mais c'est une belle histoire pour la continuité, en tout cas brassicole. Exactement. Et donc voilà, ça c'est la gamme Legends qui voilà, on risque de créer des bières dans tous les sens. Avec ça, ça va nous permettre un petit peu de toucher à tout. Et alors je parlais de la gamme Vintage. Et la gamme Vintage, ça c'est nos bières barriquées. Et donc là, il faut être un petit peu plus connaisseur. Donc le barricage, c'est passer nos bières en vieillissement dans des barriques de chêne qui ont contenu ou du vin ou de l'alcool. Oui. Et donc on laisse vieillir pendant des mois. Par exemple, ici on a fait vieillir de la Goliath, comme la Goliath blonde avait 20 ans. On a laissé déjà mûrir de la Quintine de Noël, de la Quintine Nature, dans des foudres de Chardonnay, de Pinot. On a fait mûrir ça dans des foudres de rhum, de cognac. Et donc voilà, on a des résultats assez étonnants. On a sorti ça dans une petite bouteille un petit peu différente, une bouteille italienne, en 33 centilitres. C'est des produits très très atypiques. Et donc, on goûte des choses qu'on n'a pas l'habitude de goûter. Alors, on n'en fera pas nos bières de tous les jours, mais ça mérite d'être goûté pour vraiment un peu, pour avoir un autre aspect, ou peut-être redécouvrir les bières existantes. En tout cas, des choses complètement différentes. Et voir ce que la barrique peut apporter aux bières, c'est parfois très très intéressant. J'ai vu aussi qu'une bière d'Hirschonway allait être créée, l'Urchon, si je me trompe pas. Non, alors, elle a été créée. Ah, pardon. Elle a été créée. Alors, elle existait effectivement au tout début avec, en sortant la Gouillasse, très vite après, la volonté peut-être de créer une bière encore plus identitaire. Donc, on est quand même dans le village d'Hirschonway qui fait partie d'Hatt. Et voilà, pour faire plaisir un peu aux villageois, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu la création des bouffonneries. Et donc, les bouffonneries, c'est toujours le dimanche de Pentecôte, où la brasserie était ouverte et organisée pour le village. Au départ, c'était les voisins, puis c'est devenu le village. Maintenant, après 20 ans, c'est devenu... presque tout Hatt. Presque tout Hatt, on est 2000. Voire plus loin. Donc, mais au départ, en tout cas, c'était faire une fête pour les voisins. Et là, d'ailleurs, on ne fait pas visiter nos brasseries,
On fait vraiment une fête, on sort le cochon, la broche, et on fait plein d'activités pour les enfants. Et donc l'idée est vraiment sur le thème évidemment médiéval, avec le rappelant le château, tout le personnel de la brasserie est déguisé sur le thème médiéval, et voilà, on boit de la bonne bière en s'amusant, les enfants s'amusent, et puis les parents passent un bon moment. Et ça, c'était vraiment ouvrir les portes aux voisins, au village. Et alors, vite une bière du village, et donc c'est quand même la bière d'Urchon, c'est la bière du hérisson, hein, qui est bien connue ici à Hirschenweh. Voilà, après c'était vraiment très 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 confidentiel, donc là maintenant elle n'existe plus, mais bon, c'est pas exclu de peut-être la ressortir. Oui. Vous parliez aussi, tu parlais aussi, pardon, de différentes co-créations ou reprises de bières, donc la bière voisin, la bière aussi Punchy Flower, si je me trompe pas, avec la brasserie de Rank. Est-ce que c'était toujours aussi une volonté de je vais dire, apprendre des autres ou d'échanger avec d'autres brasseurs de la région ou d'un peu plus loin pour que ce soit amélioré, co-créer ou faire d'autres... C'est souvent, quand on a une entreprise comme ici, on a vite la tête dans le guidon et on regarde plus ce qui se fait ailleurs non plus. Alors, l'histoire, évidemment, avec son voisin est différente. Là, c'était vraiment une opportunité de faire perdurer, en tout cas, une bière qui allait s'éteindre. Et on n'est pas toujours obligé de créer autre chose. On peut peut-être parfois recycler de nouveau... Oui. Les choses, et ça nous inspire beaucoup, que ce soit dans le travail de tous les jours, mais aussi dans ce qui se fait, dans ce qui existe. Se faire aider. Alors ici, la collab, j'ai une fois été voir Pierre, je lui ai dit, écoute, il y a plein de brasseries qui font des collabs avec des pays étrangers, des brasseries à New York, des brasseries... Bon, nous, avec notre circuit court, c'est pas trop notre truc, mais on s'est dit, tiens, dans le Hainaut, il y a des super brasseurs qui ont peut-être des choses aussi à partager, et voilà. Il a réfléchi un peu à ses amis, et puis il a téléphoné. Pierre connaît bien Nino de la brasserie de Rank. Il lui a passé un petit coup de fil et Nino a répondu présent tout de suite. Et la particularité de la brasserie de Rank, c'est de travailler les fleurs de houblon. Donc beaucoup de brasseries maintenant travaillent le houblon en pellet, donc c'est du houblon compressé qui va se diluer dans les brassins, et donc il n'y a plus besoin de filtrage. Mais évidemment, on perd parfois un peu de spontanéité, on perd un peu de fraîcheur. À la brasserie de Rank, ils utilisent encore leurs fleurs de houblon, qu'ils achètent uniquement en Belgique. Et donc, ici, c'était peut-être un peu l'idée, parce que nous, contrairement à lui, on travaille notre propre orge. Et donc, c'est-à-dire, aussi en 2008, on a envahi la ferme des parents de Pierre avec de l'orge, un 2 rangs d'hiver dans une variété qu'on ne trouvait plus beaucoup en Belgique. Et l'idée était, comme les parents arrêtaient la ferme, mais de pourquoi pas produire nos matières premières. Ça, c'était vraiment la volonté. Alors, on parle de ça il y a 15 ans, et donc c'était pas du tout la mode il y a 15 ans. Oui. Mais donc la volonté était toujours là, de pouvoir maîtriser en tout cas ça. Et le slogan des vignerons est vite arrivé sur la table. Donc notre slogan qui réunit en tout cas la distillerie et la brasserie maintenant, c'est de la terre au verre. Et donc le vigneron se disait toujours par rapport au brasseur qu'il cultivait ses vignes et après il travaillait. Donc il y avait une vinification et la viticulture. Et nous, 95% des brasseurs achètent leur malt. Et puis le brassent. Et puis alors ils le brassent. Et donc il y a toute une étape qu'ils ne maîtrisent pas. C'est la fabrication de cette orge, justement. Et donc ça, c'était une volonté. Ça doit être son âme quand même d'agriculteur qui a dû s'emparer de ça. Et donc là est née la ferme familiale où on a cultivé de l'orge. Et donc là, ici, il est en train de pousser d'ailleurs. Et donc au début, en tout cas, toute l'équipe de la brasserie, on arrêtait la production, on allait sur les moissonneuses batteuses et puis on allait cultiver l'orge. On a une malterie à 8 km à Belleuil, qui est une des plus grandes malteries de Wallonie. Donc ça a été vite fait. On produit sur les terrains de Fran l'orge. Il fait 10 km, il arrive à Belleuil, il est malté à Belleuil, il revient ici. Notre orge, il a fait 15 km, quoi. Oui. Les 3/4, voire 90% des brasseries achètent leur orge en France, en Angleterre, en Tchéquie, en Pologne. Et donc, il a fait quelques centaines de kilomètres, quelques milliers de kilomètres parfois avant d'arriver. Donc voilà, le circuit court est arrivé à l'heure de ça aussi.
On a nos propres puits artésiens pour notre eau. On maîtrise nos deux souches de levure. Et donc voilà, pour faire de la bière, il faut de l'orge, il faut de la levure, de l'eau et du houblon. Oui. Donc le houblon, on utilise une grosse partie en Belgique aussi, mais aussi une partie à l'étranger. Cultiver du houblon en Belgique, c'est pas si simple, mais qui sait, peut-être un jour. Mais donc à cause du climat ou c'est des plantes grimpantes, c'est beaucoup de travail et ça se rapproche vraiment encore du raisin parce que c'est de la culture à la main, ouais. C'est vraiment compliqué. Alors il y a de plus en plus quand même en Belgique, ça commence, surtout du côté de Poperinge, du côté de la Flandre occidentale, et donc c'est de là que vient quasi tout le houblon belge qu'on achète. Le houblon belge est aussi dédié à la pharmacie, donc on n'a pas toujours les stocks qu'on veut, et puis les variétés qu'on veut, parce qu'il y a des variétés qui sont très aromatiques, très amérisantes, qu'on trouve peut-être pas toujours ici. Ouais. Et donc voilà, ça évolue quand même bien à ce point-là, parce que de plus en plus de brasseries sont en demande de houblon belge, de revenir aux sources. Et donc voilà. Ça, c'est vraiment l'idée, c'est maîtriser les matières premières. C'est comme les fruits à la distillerie. Ça, c'est la spécialité, c'est les alcools à base de fruits. Et donc, on va chercher nos fruits chez nos producteurs. On maîtrise toute la chaîne. S'il est fait en Belgique, tant mieux. Si on parle d'agrumes en Belgique, c'est plus compliqué. On va les chercher en Andalousie généralement. On connaît les producteurs. On a nos fruits calibrés. Ils arrivent entiers. On les déchiquette chez nous et on en fait une macération ou une fermentation. Tout dépend s'il y a du fruit dans le sucre. Et après, on le distille. On en crée donc des eaux de vie de fruits. Et après, on fait des coupages un peu comme des parfumeurs pour créer nos alcools. Ouais. Et donc, tout vient du fruit et de la base du fruit. Tu parlais donc de valeurs fortes, donc la durabilité, les circuits courts, mais c'est pas, je vais dire, les seules actions durables que la brasserie prend. Elle parle aussi de tout ce qui est recyclage, je vais dire, récupération de la chaleur dans tout ce qui est processus de brassage et tout ça. Est-ce que c'était une volonté d'aussi bien faire des produits, je vais dire, qui sont bons et respectueux de l'environnement, enfin pas que respectueux aussi de la manière dont laquelle ils ont été produits et ce genre de choses, mais que ce soit aussi implanté dans toute la brasserie en général? Oui, ça c'était effectivement une volonté. Alors c'est vraiment une impulsion de Pierre et Vinciane depuis le début. Alors est-ce qu'ils étaient un peu précurseurs peut-être? Est-ce qu'on communique assez? Certainement pas, mais c'est sûr que c'est facile à dire on est éco, on est circuit court, parce que c'est des mots qui font pétiller les gens, mais le faire c'est encore autre chose. Oui. Et donc ici, tout est quand même pensé, que ce soit même les ouvriers qui viennent travailler à la brasserie, les corps de métier, on essaye que les gens soient de la région, que ce soit dans les cartes essence qu'on va acheter pour les commerciaux, on va même limite travailler avec du gaz, on essaie d'aller jusqu'au bout, parce que bon, finalement, électricité ou du mazout, c'est kiff et bourricot, des batteries, il faut bien les recharger. Donc voilà, après ça peut passer par le photovoltaïque, par les panneaux solaires, par la récupération d'énergie. La fermentation, c'est un processus naturel qui fabrique de la chaleur, du CO2, qui transforme évidemment les sucres en alcool, ça c'est déjà magique, mais en plus de ça, ça crée de la chaleur, ça crée du CO2, donc on peut tout récupérer. Nous on récupère la chaleur de nos tanks de fermentation pour chauffer les bâtiments, pour chauffer les cuves, pour chauffer nos chambres chaudes. Les chambres chaudes, c'est pour faire une refermentation en bouteille. Après l'embouteillage, il faut que ce soit chauffé quasi toute l'année entre 21 et 22 degrés. Donc ça, c'est que nos petites levures qui s'occupent de ça. Et donc, évidemment, le fait d'avoir construit un nouveau, d'être parti en tout cas sur une page blanche, nous a permis d'utiliser aussi les meilleures techniques actuelles. Parfois, les anciennes brasseries ont du mal à rénover parce que c'était pas prévu pour ça. Et donc, il faut tout changer. C'est quand même des gros coûts. Ici, le fait d'avoir pu construire il y a 5-6 ans ce bâtiment ici, il y a quasi 8 ans maintenant, a permis de l'optimiser. A permis en tout cas effectivement de repartir à zéro et de créer tout ça. Et donc ici sur le toit de tous nos bâtiments, il y a du photovoltaïque qui fabrique énormément de puissance et d'énergie pour nos machines. On économise l'eau tant qu'on peut. On a nos propres stations d'épuration.
On récupère l'eau qu'on peut récupérer, on récupère l'énergie qu'on peut récupérer, on récupère la chaleur qu'on peut récupérer. Voilà, ça c'est vraiment effectivement la volonté dans tous les choix et dans tous les actes. Que ce soit nos partenaires verriers, que ce soit nos partenaires... on essaye du moins, c'est pas toujours facile, hein, mais de pas produire partout dans le monde non plus pour rien. Oui. Voilà. On n'est pas très fort en exportation, donc c'est pas non plus... vendre une bière à 15 000 km, une palette qui a pris l'avion, qui a pris... bon voilà, ça reste compliqué. Je dis pas qu'on le fera jamais, mais en tout cas, c'est pas le but de développer ça tout de suite. Il y a encore tellement de choses à faire autour de nous. Oui, c'est ça. Oui. Mais justement, en parlant d'avenir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la brasserie dans les années à venir? Elle a déjà donc 20 ans, enfin plus de 20 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour les, par exemple, 20 prochaines années? Que le recan ne ferme plus. Non, mais on a plein de projets. On a plein d'envies, en tout cas, que ce soit avec la brasserie ou la distillerie. On a encore beaucoup de choses à faire ici, et donc je pense ici, on a engagé par exemple une personne pour aller sur le terrain encore en Belgique. Malgré le Covid, etc., parce qu'on veut être maître un peu chez nous aussi, à notre niveau évidemment, hein, mais on veut montrer qu'on est là et que même en Belgique il y a moyen de vivre et qu'on n'est pas obligé de ne vivre qu'avec l'export ou l'étranger. Et donc voilà, on veut que la Belgique, enfin on veut être bien en Belgique, on veut que nos produits soient là, on veut que les gens boivent bien, on veut apprendre, éduquer aussi les gens à boire bien. Alors il n'y a pas que nos produits, hein, il y a beaucoup de produits qui sont très bien. Et donc je pense qu'avec tous ceux qui font des bons produits, il faut qu'on aille dans le même sens. Oui. Voilà, il n'y a pas que tout ce qu'on voit à la télé, il n'y a pas que tout ce qu'on voit dans la publicité, il y a aussi tout ce qu'il y a en vrai. Oui. Et donc, voilà, ça c'est chouette de pouvoir en tout cas via ces podcasts montrer qu'on existe. Mais alors beaucoup d'atois vont dire moi je connais la brasserie des légendes, mais au fait peut-être pas. Oui, ou peut-être c'est ça, voilà. Une bière, mais peut-être pas toute la gamme. Ils savent pas comment c'est fait, ils savent pas pourquoi c'est fait, ils savent pas d'où ça vient, et que la distillerie existe, qu'il y ait d'autres produits, etc. Et donc voilà, parfois on pense connaître et puis on connaît pas bien ou mal. Et donc oui, ce qu'on peut nous souhaiter pour l'avenir, c'est vraiment que les gens deviennent peut-être un peu plus chauvins, que les gens deviennent un peu plus curieux, que les gens deviennent un peu plus responsables, que les gens réfléchissent un petit peu plus à ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent, et puis nous on sera contents, et le monde sera content, et voilà. Et puis aussi peut-être se dire qu'à Ath, il y a autre chose que la Ducasse et que c'est aussi des aussi bonnes choses. Ah, évidemment, et puis nous, c'est vrai qu'on voit la Gouillasse, par exemple, qui monte en flèche juillet-août, et puis voilà, pourquoi on n'est pas obligé de boire de la Gouillasse que à la Ducasse, évidemment. Ouais. Donc ça nous arrange. mais voilà, on a une bière pour tous les moments, pour tout le monde. La bière, il y en a pour tout le monde, donc, et pour tous les goûts. Donc si on n'aime pas même la Gouillasse, on peut aimer la Cantine, on peut aimer la Corne. Si on n'aime pas la Corne, on peut aimer la saison, ça peut être n'importe quoi. Donc il y en a pour tous les goûts. Exactement. Je te remercie pour toutes ces explications et pour cet échange. Pas de souci, merci. Si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire ou une note sur 5. Ça permet de faire vivre le podcast et de le faire connaître à plus de monde chaque semaine. Pour ne rien manquer, je t'invite à suivre la page Facebook ou le compte Instagram À toi la parole. À bientôt pour découvrir d'autres atois et d'autres histoires.